Bonjour et bienvenue au podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'inspirer la construction de bâtiments performants et écologiques. Je suis votre co-animateur Philippe. Et je suis votre co-animateur JS. Alors aujourd'hui, on reçoit Philippe Fortin de Hemp Engineering Carbon Zero, ou plus simplement HECO, comme dans H-E-C-O, Innovation Chanvre, spécialiste québécois en produits innovants de béton de chanvre destinés pour la construction et évidemment la rénovation. On jase donc du chanvre dans son ensemble, des enjeux de l'approvisionnement de la matière première, de l'homologation de nouveaux matériaux de construction, de ses applications concrètes actuelles et des grands avantages de l'utiliser, entre autres en termes de séquestration de carbone. Oui, séquestration, le carbone, c'est criminel. Et de ses propriétés hygroscopiques vraiment intéressantes. On va donc parler du mur parfait, encore une fois, mais version biosourcée. On parle évidemment d'innovation quand on aborde le chanvre en construction. Éco-innovation est née entre autres d'un sujet de recherche de maîtrise en ingénierie, en génie de la construction. On va donc se gâter en discussion des aspects techniques du produit, de sa mise en place et dans l'industrialisation potentielle où en est la prochaine étape pour le démocratiser davantage et en faire un matériau d'adoption de masse dans le domaine de la construction. Alors, bonjour Philippe. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Bonjour à vous deux. Merci de cette invitation à votre plateforme Au-delà des murs. Ça va très bien. Excellent, excellent. Donc, on va partir de la base, là, éco-innovation. D'où c'est venu? Raconte-moi, pas ton histoire, mais votre histoire, parce que vous êtes deux, là. Tu es le seul aujourd'hui avec nous, mais tu es avec Maxime. Vous êtes partner là-dedans, vous avez parti cette entreprise-là. Donc, on t'écoute. Oui, parfait. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on est deux dans l'entreprise, deux cofondateurs, originairement amis de longue date. Donc, moi, Philippe Fortin et Maxime Saint-Pierre, on est deux gradués en génie de la construction à l'ETS depuis décembre 2019. Donc, on s'est rencontrés, ça fait quand même assez longtemps, là, on s'est rencontrés lors d'un échange étudiant en Belgique. Donc, on remonte à 2017 où on a commencé à se forger d'amitié, on a fait des voyages ensemble et on s'est rendu compte à quel point, dans nos échanges, dans nos cours à l'étranger, l'aspect innovant ou l'aspect de construction durable qui était enseigné ailleurs, ce qu'on n'avait pas au Québec, au Canada. Donc, ce qui s'est passé, c'est aux alentours de 2019, on parle de mai 2019, Maxime Saint-Pierre avait participé à la certification de design de bâtiments écologiques par Solutionera et Solutionera ont présenté le béton de chanvre comme étant un matériau fort prometteur pour l'avenir des bâtiments écologiques en Amérique du Nord ou en général. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en mai 2019, Maxime m'a présenté le produit, m'a présenté l'idée qu'on pourrait éventuellement le promouvoir, trouver une manière de le rendre plus accessible. Et c'est par les rencontres des artisans dans ce temps-là qui offraient le matériau de béton de chanvre qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des défis d'approvisionnement, mais également des défis technologiques au niveau de la formulation du matériau en tant que tel. Donc, on s'est rendu compte... donc, c'est ça, en fait, l'idée. Puis, ce qui nous a vraiment intéressé par le produit, c'est une solution concrète à décarboner le bâtiment. Donc, le but, c'était de trouver un matériau avec un haut potentiel de puits de carbone pour séquestrer le plus de carbone possible dans le bâtiment. Donc, c'était un peu ça l'idée. Et on s'est rendu compte qu'en Europe, c'était un produit qui prenait énormément de popularité. Et donc, on s'est rendu compte que pourquoi, en fait, ici en Amérique du Nord, on tarde et pourquoi qu'il n'est pas aussi accessible que ça, étant donné qu'il y a énormément de bienfaits et une performance inégalée qu'on va discuter également aujourd'hui. Donc, on a décidé de créer l'entreprise justement pour se spécialiser dans ce matériau-là. Bien, vas-y donc, pourquoi il n'est pas plus populaire que ça ici, alors que dans les Europes, il l'est? En fait, en Europe, surtout en France, ils ont une production de chanvre quand même nettement supérieure à la moyenne mondiale. C'est les plus grands producteurs de chanvre technique.
Donc, il y a aussi l'Asie qui produit du chanvre. Mais au niveau technique, ce qu'on peut en faire, textile, produits de construction, donc la valorisation du chanvre, c'est les Français. Ils ont vraiment énormément d'hectares de chanvre cultivés. Et donc, ils ont innové énormément de produits à base de chanvre, dont le matériau, le béton de chanvre. Et c'est par la littérature scientifique qu'on s'est rendu compte. Initialement, je reviens un peu dans l'histoire, initialement, c'était des maîtres maçons qui ont utilisé la matière de chanvre pour en faire un matériau de construction. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte que ça donnait un bâtiment super confortable pour l'usager, avec un comportement très unique, on pourrait dire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les scientifiques se sont intéressés à c'est quoi les aspects techniques qui viennent en ligne de compte. Et c'est une technologie qu'on appelle bottom-up, donc qui est partie du chantier vers le milieu scientifique, où que les scientifiques ont découvert les performances, les prouesses d'un tel matériau dans l'enveloppe. Donc, les Français ont initié le tout. Et donc, en lisant la littérature scientifique, on reconnaît qu'il y a beaucoup de bienfaits à utiliser un tel matériau. Au Québec, malheureusement, le chanvre est cultivé uniquement pour la graine. Donc, le chanvre a plusieurs débouchés, on pourrait dire. Et donc, le cultivar de fibre n'est pas omniprésent au Québec. Donc, en ce moment, la fibre n'est pas valorisée. Puis, pour valoriser la fibre, il faut avoir une usine de transformation, de première transformation, qui vient récolter, en fait, qui vient prendre la fibre initiale et qui vient la défibrer pour en faire différents produits valorisables. Fait que si je comprends bien, là, dans le fond, tu fais pousser du chanvre. Okay? T'as une partie qui est la fibre. Fais-nous un petit crash course là, de la feuille de la pousse de chanvre à plusieurs subdivisions, puis quels matériaux vont dans quoi. Juste pour mentionner le chanvre, pourquoi c'est aussi intéressant, c'est pour, avant de rentrer dans les détails de la plante, c'est justement pour résoudre le problème de la séquestration de carbone. Donc, on s'est rendu compte avec des études qu'un hectare de chanvre est autant, sinon plus performant qu'un hectare de forêt pour séquestrer du carbone. La grande unique différence entre les deux, c'est l'accès à la biomasse. Le chanvre, c'est une plante annuelle qui est cultivée en champ, comme du blé d'Inde, soya, et qu'on doit cultiver à chaque année. Et donc, on peut bénéficier de cette biomasse annuellement. Malheureusement, l'arboriculture, on doit attendre 30 ans pour bénéficier de la biomasse. Donc, ça donne une solution concrète et rapide à une industrie qui est également en croissance constante pour accéder à de la biomasse et séquestrer du carbone très rapidement, surtout que si on sait qu'on n'a pas vraiment 30 à 50 ans devant nous pour agir. Et donc, ça donne une solution concrète qui est complémentaire à l'arboriculture. Et donc, les deux doivent évoluer main dans la main pour rendre les bâtiments plus décarbonés. Donc, maintenant, pour revenir un peu au chanvre, comment on fait pour valoriser cette plante, pour utiliser le carbone séquestré dans les matériaux de construction? Ce qui est intéressant dans la plante, c'est la tige elle-même. Donc, une fois, il y a plusieurs méthodes de culture et plusieurs méthodes de récolte. On peut utiliser un cultivar. Quand je dis cultivar, c'est une sous-branche du chanvre. Quand je dis chanvre, c'est comme si je disais chêne ou comme si je disais érable. Il y a plusieurs sortes d'érables. Donc, les cultivars, c'est une sorte de chanvre. Tu as des cultivars qui font plus de fibres. Ça veut dire qu'ils font plus une tige plus massive. Tu en as d'autres qui font plus de graines. Donc là, ça va être pour la valorisation dans le marché de l'alimentation et de la fleur pour le marché médical parce que c'est hautement important en CBD. Donc, on peut en faire des médicaments grâce au CBD, des antidépresseurs, des relaxants musculaires pour les sportifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a mentionné industriel au mot chanvre. Donc, le chanvre, il faut dire chanvre industriel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune valeur récréative au chanvre. Donc, c'est pour ça qu'il faut dissocier le chanvre du cannabis de la branche marijuana, qui est la branche récréative, ce qu'on retrouve habituellement chez SQDC, par exemple. Donc, c'est des sous-branches du cannabis qui ont une haute teneur en THC, ça peut aller à 30 %. Le chanvre, lui, c'est la branche industrielle du cannabis qui a moins de 0,3 % de THC. Donc, on est vraiment dans un cadre
plus hautement CBD et plus des molécules qui vont être dans le cadre médical et non pas dans un cadre récréatif. On va tuer l'éléphant dans la pièce tout de suite. Là. Fait que là, le chanvre qu'on parle, là, le cultivar, ça se fume pas. Là. Non, exactement. C'est pas pour fumer, c'est plus pour valoriser en d'innombrables produits industriels. Donc, on parle de la cosmétique, on parle de médical, on parle alimentation, et là, maintenant, on parle de construction. Donc, ça répond à la problématique de l'empreinte carbone des bâtiments qu'il faut régler d'ici 2050. Et où je voulais en venir avec ça, c'est la plante elle-même. Donc, la plante, ce qui est intéressant en construction, c'est la tige, comme je l'expliquais. Et là, j'ai pas vraiment d'image pour vous le montrer, mais il faut s'imaginer que la tige, elle a deux composantes. On parle de l'écorce de la tige, ce qu'on appelle la filasse, qui est en fait des cheveux. Si on la défaisait, ça serait nécessairement des cheveux de chanvre, qui est utilisé dans le textile, donc pour faire des vêtements, et également pour valoriser dans la laine de chanvre, qui est un matériau de construction qui est accessible au Canada. Donc, si vous ne le savez pas, c'est un matériau accessible au Canada actuellement. Donc, on prend cette filasse, qui est les cheveux, et on vient l'introduire dans une nappeuse à une température d'à peu près 90 degrés Celsius, peut-être un peu moins, avec un liant à base de polyester qui vient lier les cheveux de chanvre ensemble et ce qui nous donne un matelas, donc en natte de laine de chanvre, qui est compressible et qui peut être installé entre les montants de bois originairement dans les murs extérieurs pour isoler les bâtiments. Donc, c'est une des valorisations possibles pour la filasse. Une fois qu'on vient à trouver le marché pour la filasse ou le cheveu de chanvre, on vient à avoir un sous-produit, donc un déchet, on pourrait dire, de cette industrie-là, qui est le copeau de chanvre, ou le mot technique, c'est la chènevotte. C'est le mot technique du produit. Donc, la chènevotte de chanvre ou l'ana de chanvre, c'est également un autre mot. En anglais, on dit hurd, hemp hurd. Ce qu'il faut comprendre, c'est chanvre en anglais, c'est hemp. Ou sinon, donc, il y a plein d'autres termes nécessairement qu'on peut utiliser. Donc, dans le processus de première transformation, on est dans un contexte de défibrage. Donc, le but, c'est d'aller retirer mécaniquement l'écorce de la tige et de la concasser pour justement être capable de la défaire, ce qui en résulte des copeaux de chanvre. Donc, la chènevotte, ça ressemble à des copeaux de bois qui sont à peu près 5 mm de large par 20 mm de long. Donc, ça nous fait des copeaux. Ces copeaux-là, ils n'ont pas nécessairement de valorisation initiale, autre que pour la litière d'animaux. Donc, c'est une matière qui est hautement hydrophile. Donc, autrement dit, elle cherche l'eau, c'est une éponge. Et donc, c'est ultra intéressant pour l'utilisation comme litière pour absorber ce que vous pouvez vous en douter. Donc c'est utilisé pour ça présentement. Mais la valorisation que les Français ont pu trouver, c'est de l'utiliser comme agrégat pour un matériau de construction, ce qu'on appelle le béton de chanvre. Donc, on n'a plus besoin de sable ni de gravier. On utilise l'agrégat de chanvre, donc le copeau, comme remplacement. Et donc c'est ça. Donc, en fait, l'idée, c'est la valorisation seconde et on vient vraiment à pouvoir séquestrer la plus grande partie du carbone qui a été absorbé par la plante par photosynthèse. On parle de 60% de la masse de la tige qui est représentée par la chènevotte ou l'intérieur de cette plante-là. Qui était autrement pas utilisé. Là. La chènevotte, c'est un produit qui était délaissé. Là. C'est un déchet. C'est un déchet de l'industrie du textile de chanvre et les autres produits à base de fibres de chanvre, si je pourrais dire. Puis les Français se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de bienfaits dans la construction pour en faire des matériaux de construction. Ça, quand on va rentrer dans le cadre un peu plus technique de performance, je pourrais vous l'aborder. Donc, là, on en fait un matériau qu'on appelle le béton de chanvre. Si on peut rentrer un peu plus dans c'est quoi le béton de chanvre, je pense que ça pourrait être intéressant de le mentionner. Les gens vont principalement penser que quand on dit le mot béton, on parle nécessairement de ciment. Donc, le ciment Portland qu'on est habitué de voir partout, qui nous entoure de façon omniprésente. Donc, pour
être un peu plus concis puis un peu plus clair sur le mot. Le mot béton ne veut pas dire qu'il y a du ciment dans le matériau. Donc, quand on dit, si on voudrait être plus précis, on doit dire béton de ciment. C'est important de le mentionner. Donc, le mot béton, dans la forme générique, c'est un liant avec un agrégat, quel qu'il soit. Donc, ça pourrait être un béton d'argile. On va même dire un béton bitumineux pour dire l'asphalte. Il n'y a pas nécessairement de ciment dans ces matériaux-là. C'est seulement un mot générique que l'industrie du béton de ciment s'est appropriée. C'est un abus de langage, là, finalement. Là. C'est un abus de langage. Puis nous, ce qu'on utilise comme liant, c'est pas du ciment, justement, c'est de la chaux. Donc, de la chaux, c'est produit à base de pierre calcaire. Puis c'est complètement un autre procédé que la production de ciment. Donc, c'est beaucoup moins énergivore en énergie. Je me trompe-tu ou la France a beaucoup de chaux? En fait, la chaux vient de la pierre calcaire. Puis la pierre calcaire, c'est une des ressources naturelles les plus abondantes sur la Terre. Donc, on trouve de la pierre calcaire partout. Donc, de la chaux en tant que telle, on en trouve partout. Fait qu'on pourrait en faire ici au Québec. Tu as dit tantôt que le chanvre se cultive au Canada. Ou est-ce qu'il se cultive au Québec? Est-ce qu'il pourrait se cultiver aussi? Actuellement, le chanvre se cultive au Québec, mais pour l'industrie de la graine, donc pour l'alimentation. Juste parce qu'il y a une demande. Mais s'il y avait plus de demande au niveau du chanvre, au niveau de la fibre, ça se ferait. On pourrait le faire quand même. Là. On a le climat pour ça, là, pas d'enjeu. Là. Effectivement, actuellement, ce qui est valorisé, c'est uniquement la graine. Donc, les agriculteurs bénéficient pas d'une valorisation de la tige actuellement. Pourquoi? Parce que pour valoriser la tige, il faut une usine de première transformation. Donc, il faut récolter la tige, l'amener à l'usine, la défibrer mécaniquement et après valoriser les sous-produits. Tant qu'il n'y a pas ça sur place, malheureusement, les agriculteurs ne trouveront jamais la valorisation. C'est quoi l'enjeu? Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui a dit « Hey, go, moi, je me lance, je fais de l'usine que tu passes. » Tu les coûts exorbitants? Ça a l'air d'être plus un processus mécanique relativement simple. Là. Pourquoi c'est pas plus répandu? L'idée, le chanvre, historiquement, c'est une des plantes les plus tenaces qui existent dans le monde des plantes, nécessairement, avec la jute. Dans le règne végétal. Dans le règne végétal, si on pourrait dire. C'est ça les mots que tu cherchais. C'est très technique au niveau de juste le cultiver. C'est des équipements qui sont des fois difficiles à adapter à la plante parce que, comme j'expliquais, la fibre, elle est bien... La filasse, l'écorce, elle est bien scellée là, au travers de sa tige. Donc, d'aller couper ça affecte normalement les lames. Puis par la suite, il y a un procédé, ce qu'on appelle un rouissage au champ. Ce que ça veut dire, c'est qu'une fois qu'elle est coupée, elle est laissée au champ et les micro-organismes commencent à attaquer un peu la tige, ce qui fait en sorte que la filasse, donc l'écorce, est en mesure de se détacher tranquillement de l'intérieur, donc du bois, donc du copeau de chanvre nécessairement ou de la chènevotte. Et donc, par la suite, une fois à l'usine, c'est plus facile de venir mécaniquement l'arracher pour valoriser la filasse et valoriser le copeau. Donc, essentiellement, on fait prédigérer la filasse, pas la filasse, en fait, la tige dehors, dans les micro-organismes. Exactement. Ça te prend des bonnes lames au carbone, j'imagine. Mais à date, il n'y a rien de trop sorcier. Là. Je comprends qu'il y a de l'effort à mettre. Là. En fait, les machineries brisent. Si tu n'as pas les bonnes machineries, des fois, ça peut briser quand même souvent ou ça vient tourner au travers des... Comme le gazon dans le Weed Eater quand tu as pas une grosse botte. Là. Donc, après ça, ça donne des complications. Donc, il y a des agriculteurs qui ne veulent pas se lancer là-dedans pour cette raison-là. Mais les Français, ils ont accès à des machines qui ont été spécialement conçues pour ça. Ils sont bons, les Français, quand même. Hein? Ils n'ont pas eu le choix de s'adapter avec la réalité de la plante. Où je voulais en venir par rapport à ça, c'est que, historiquement, même au Québec, il y avait une usine de défibrage qui était située à Lavaltrie, qui s'appelait Agrofibre dans le temps. Et donc, cette usine récoltait le chanvre, en fait, achetait le chanvre des agriculteurs et valorisait la matière. Le problème, c'est la défibreur utilisé, il brisait souvent,
Il y avait beaucoup d'ingénierie, de réparation à faire et la demande en chaîne vote, donc la demande en copeaux et en fibres n'était pas soutenue. Donc, ça ne remplissait pas leur demande à court terme et donc, malheureusement, ils ont dû fermer en 2015. Donc, puis depuis 2015, il n'y a pas eu d'autres organismes ou compagnies qui se sont lancés là-dedans. Mais aujourd'hui, on voit un début, je dirais, d'intérêt. Donc, je ne vais pas dire les noms, mais tu as une compagnie Bas-Saint-Laurent qui s'intéresse à ça, qui veulent offrir éventuellement dans la prochaine année ou dans les années du copeau de chanvre. Et également un autre organisme plus proche de Val-des-Sources où qui s'est produit la laine de chanvre. Donc, ils veulent vendre leurs fibres à également Naturefibres pour produire la laine de chanvre plus locale. Mais eux autres aussi sont vraiment dans l'étape de vouloir mettre sur pied une usine de défibrage. Donc, l'idée, ça devrait avoir lieu sûrement, je l'espère, d'ici 2 ans, où qu'on pourrait utiliser le chanvre québécois pour la construction au Québec. On va différencier bientôt la laine de chanvre du béton de chanvre parce qu'il y a une distinction à faire. Mais avant, juste finaliser en fait ma question par rapport à l'industrialisation de tout ça, là, t'expliquer, on peut le faire pousser. Il y a déjà un type de chanvre qui est déjà promu par l'industrie agroalimentaire pour les graines de chanvre. Il y a déjà une usine à la Valtrie qui a tenté de valoriser en fait la tige de chanvre, mais par manque un mélange de techniques d'ingénierie pour faire tenir les équipements à long terme et par manque aussi de demande. Évidemment, quand tu arrives avec une innovation qui est trop précoce, tu n'as pas d'adoption. Un peu comme l'iPad, là, c'est pas Apple qui a inventé l'iPad, là, c'était sorti il y a 10-15 ans avant, mais le marché n'était pas prêt. Maintenant, pour faire des matelas ou, là, on va en parler, le béton de chanvre, j'imagine que ça prend aussi une autre industrie, pas industrie, mais une autre place industrielle en réalité pour pouvoir transformer ce que la compagnie de la Valtrie faisait, en fait, comme matière secondaire, on va dire. Mais c'est quoi l'autre étape que ça prend là, ici? Il y a où le gap de marché? Là? Donc, effectivement, il manque l'usine de transformation pour la première transformation du chanvre, ce qui devrait s'en venir éventuellement. Mais l'idée, c'est qu'il y a quand même un défi technique dans le produit final. Donc, on peut décortiquer, on peut défibrer du chanvre puis réussir à avoir un produit de sortie qui est bien, mais des fois, il n'est pas assez bien pour l'industrie qui veut le valoriser en produit de construction. Donc, je m'explique. J'ai déjà reçu des sacs de chanvre où que je voyais des sacs de copeaux de chanvre, que je voyais encore la fleur à l'intérieur ou des branches qui n'ont jamais été décortiquées correctement. Donc, c'est sûr que dans un malaxeur, ça vient à se prendre avec les palmes, c'est compliqué. Puis après ça, tu ne veux pas nécessairement mettre ça dans un produit qui devrait être constant. Parce qu'en construction, ce qu'on a comme défi, c'est de faire, surtout dans le monde végétal, c'est de faire un produit qui est constant. Puis ça, c'est un critère très primordial pour l'industrie de la construction, surtout pour l'homologation de produits. On veut que le produit soit tout le temps le même qui sort de l'usine. Ça nous donne une assurabilité que la qualité et les specs techniques sont les mêmes. Donc, c'est tout dans cette essence-là. Où je voulais en venir, c'est exemple la laine de chanvre, qui est un matelas de chanvre qui est produit au Québec par Naturefibres. Ils font encore importer le chanvre de France. Donc, la fibre, la filasse, elle vient de France. Pourquoi? Parce qu'ils ont un enjeu technique au niveau de la poussière. Ils ne peuvent pas avoir une fibre qui est haute en poussière, parce que s'il y a trop de poussière dans leur nappeuse ou à un certain degré Celsius, il y a un risque d'incendie qui vient avec ça. Et donc, ça occasionne des bris et ça occasionne des arrêts. Et donc, c'est pas nécessairement bon. Donc, le problème avec la fibre de chanvre qui venait du Québec, ils l'ont essayé, mais malheureusement, elle était trop poussiéreuse. Donc, ça occasionnait des incendies. Et donc, c'est des risques de faille de l'usine. Donc, ils veulent pas se lancer là-dedans. Donc, il y a quand même un aspect, une fois la première transformation faite, il faut que la compagnie de transformation réussisse à donner une qualité intéressante au niveau de la poussière pour les prochaines industries,
comme tu le disais en prépod, là, ce que vous essayez de faire vraiment, là, c'est de le rendre en produit d'ingénierie. Tu sais, de le changer de l'artisanat, puis rendre quelque chose qui est, comme tu dis, constant, qui est testable, qui est prévisible. Tu sais? Puis c'est ce qui manque. Là. Pour justement finir avec la laine de chanvre avant d'embarquer dans le béton de chanvre, je voulais juste mentionner que la laine de chanvre ont eu officiellement leur homologation, ce qu'on appelle le CCMC, qui est le Conseil canadien des matériaux de construction, qui est la plus haute instance gouvernementale pour faire approuver un matériau de construction au Canada. Donc, c'était un long processus d'environ 5 années pour y arriver, pour avoir l'homologation officielle. Et donc, Naturfib a eu leur homologation officielle en février 2024. Et donc, aujourd'hui, il a été testé sous plein de natures différentes pour la sécurité, pour la moisissure, pour tous les éléments nécessaires par le code pour pouvoir le mettre de façon sécuritaire à l'intérieur des bâtiments. Donc, je voulais juste faire un aparté pour ça. C'est un matériau officiellement homologué aujourd'hui. Et donc, ça ouvre la porte à proposer d'autres produits, dont le béton de chanvre, dans le code. Parce qu'initialement, le Code national du bâtiment n'avait pas le lexique chanvre dans leur répertoire. Et donc, ils ont dû l'intégrer, puis au niveau bureaucratique, ça a créé des délais. Donc, là, aujourd'hui, ils ont le mot chanvre. Donc, ils sont capables... Donc, la case à cocher donc, la case à dans cocher. La liste officielle. Exactement. On a besoin des cases. Donc, aujourd'hui, un autre produit de chanvre serait plus facile de l'intégrer dans le code de construction. Donc, ce qui reste maintenant, c'est le béton de chanvre. Donc, on avait la laine de chanvre, ça c'est fait, c'est classé, il est rendu dans la construction aujourd'hui. Ce qui reste maintenant, c'est le copeau de chanvre pour en faire du béton de chanvre qui est non reconnu actuellement au Canada comme matériau de construction. Toi, tu en as fait un sujet de maîtrise. Ouais. Qu'est-ce qui stimule la résistance à l'homologation du chanvre? Il est où l'innovation actuelle en 2024 là, par rapport à ça pour le rendre homologué comme la laine de chanvre? Oui. Ben, j'ai peut-être pas mentionné mon parcours, effectivement. Là, j'ai été très succinct juste avec l'entreprise. Effectivement, une fois qu'on a fondé l'entreprise, 1 an plus tard, suivant l'idée, donc on a fondé l'entreprise Eco Innovation en mai 2020. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques au niveau de l'approvisionnement en chanvre, mais également de l'approvisionnement du liant pour faire le béton de chanvre. Donc, originairement, c'est un liant qui a été conçu en Europe avec des matériaux naturels accessibles par un gisement uniquement en Europe. Donc, en Amérique du Nord, on n'a pas accès aux matériaux qu'utilisent les Européens pour faire le béton de chanvre. Donc, le matériau qu'on n'a pas actuellement ici, c'est la chaux hydraulique. Donc, quand je vous ai parlé de chaux, c'est de la pierre calcaire. Mais la seule différence, c'est que chez eux, en Europe, ils ont des gisements qui ont énormément de contamination argile. Bon, c'est un aspect technique chimique, mais le jour que tu viens mettre de l'argile avec de la pierre calcaire dans un four, tu es capable d'aller chercher une imitation de ce que le ciment fait initialement. Et donc, ça lui donne une réaction hydraulique. Donc, en présence d'eau, une fois qu'il est hydraté, il vient à réagir et donc faire des liens chimiques nécessaires pour la liaison des particules. J'aimerais préciser le mot hydraulique que tu parles parce que moi, en mécanique, j'entends hydraulique de l'huile, des machineries hydrauliques, là, mais dans le cadre technique, allons-y vraiment technique, là, ouais. Qu'est-ce que tu entends par hydraulique dans le processus chimique activé en four, j'imagine? Ouais. Exemple qu'on prend du ciment Portland qu'on achète à la quincaillerie, on y ajoute de l'eau et donc il y a une prise. Ça veut dire qu'il y a un durcissement de la matière et donc ce qu'on appelle une prise à l'eau. On peut dire une prise à l'eau. Puis le jour qu'on dit une prise à l'eau, jargon technique, c'est hydraulique. Ça veut dire qu'on a juste besoin d'eau pour créer cette prise ou ce durcissement nécessaire. La chaux pure, qui est de la pierre calcaire qui est abondamment accessible sur la planète, qui n'est pas nécessairement contaminée à l'argile, ça nous donne de la chaux, qui est en fait une poudre blanche. Et cet élément-là a un processus de cure, un processus de prise différente
que le ciment. Donc, quand je viens à prendre de la pierre calcaire, je la mets dans un four à 900 degrés Celsius pendant 2 heures, j'en récolte une poudre blanche. Donc, c'est quoi le processus qui se passe là-dedans? C'est en fait la pierre calcaire, c'est du calcaire qui a été fusionné avec du CO2. Donc, il y a du CO2 dans la pierre calcaire. Donc, le jargon chimique, ou c'est l'acronyme chimique, c'est CaCO3, donc du calcium avec une molécule de CO2. Le jour que je viens de mettre à 900 degrés Celsius dans un four, le CO2 séquestré dans la pierre est émis dans l'atmosphère. Donc, elle sort de la pierre calcaire, ce qui en résulte une poudre blanche. Cette poudre blanche-là, on appelle ça de la chaux. Puis cette poudre blanche-là, elle est instable. Autrement dit, elle veut réagir avec son environnement. Elle veut réagir avec principalement l'eau. Donc, ce qui se passe, c'est que quand je la réhydrate avec de l'eau, j'y permets de faire une réaction, ce qu'on appelle une prise à l'air. Donc, contrairement au ciment, une prise à l'eau, la chaux, c'est une prise à l'air. Donc, exothermique, c'est ça? Isothermique? Exothermique, ça veut dire. Oui, c'est très exothermique. Parce qu'en fait, le jour que j'y ingère de l'énergie, enlever le CO2 de la pierre, elle a accumulé une énorme quantité, un haut potentiel énergétique. Et donc, le jour que j'y mets de l'eau, elle va créer une réaction qui va dégager énormément de chaleur, qu'on appelle exothermique. Et le processus, c'est elle va s'hydrater. Donc, elle va vraiment se dissoudre dans l'eau. Et ce qui va se passer, c'est qu'au moment où que l'eau va s'évaporer, il va se créer un échange d'ions. Donc, il va se créer un échange, une molécule d'eau pour une molécule de CO2. Et donc, le CO2 qui était initialement dans la pierre calcaire, originairement, va être capté par le calcium et refusionné, ou par la chaux, ce que je voulais dire, et refusionné en pierre calcaire. Donc, on appelle ça le cycle du calcaire. C'est un cycle naturel. Et donc, on vient à utiliser la chaux comme liant, nécessairement, pour l'utiliser sous forme hydratée, donc comme une colle, si tu veux. Puis, le jour qu'elle va perdre son eau, ben, le CO2 va être capté et donc il va y avoir une fusion, une séquestration du carbone également par ce niveau-là. Donc, il y a le bilan du carbone par rapport à la production de la chaux que tu parles locale qui est non contaminée par l'argile comme en France. Le bilan total, il est neutre, dans le sens qu'effectivement, tu vas dégager du CO2 quand tu vas activer ou en fait, tu vas injecter l'énergie pour que la chaux se stabilise chimiquement avec un potentiel énergétique plus élevé. Du moment que tu y mets de l'eau, la réaction, évidemment, est exothermique. Donc, l'énergie que tu as mis, donc la chaleur, pour la stabiliser à un plus haut niveau d'énergie chimique, se redégage et ce faisant, dans la réaction, tu vas aller capter le carbone que tu avais initialement pris. Donc, on ne génère pas du CO2 avec la chaux. En bout de ligne, c'est comme une batterie, en fait, temporaire, en fait, d'énergie pour justement aller le chercher. Donc, il n'y a pas de dégagement de CO2. Pour revenir avec la séquestration du carbone, c'est pas avec la chaux, c'est vraiment avec le fait que tu fais pousser le chanvre en réalité qui, lui, va absorber de CO2. Donc là, le bilan global d'utilisation de la chaux avec le chanvre devient négatif à ce moment-là. L'argile, tu parles du mot contaminé, mais de la façon dont tu l'expliquais, j'avais l'impression que c'était comme positif. C'est positif ou pas, la contamination de l'argile dans le calcaire? Dans ce contexte-là, ça serait positif. OK. Donc, eux autres, quand je dis eux autres, les Européens ont accès à des gisements naturels qui est contaminé à l'argile. Donc, ça veut dire qu'il y a une quantité d'argile à l'intérieur du gisement de pierre calcaire. Et donc, ça leur bénéficie d'une chaux qui a une double prise. Donc, la chaux va avoir une prise à l'air, comme une chaux standard, et va avoir une prise à l'eau. Et donc, dans cette nature-là, ils sont capables de faire des combinaisons de formulation typiques européens ou qui combinent de la chaux standard hydratée, parce qu'elle a des propriétés physiques distinctes, à de la chaux hydraulique qui ont de façon accès importante pour faire ce qu'on appelle le béton de chanvre européen. Malheureusement, on n'a pas accès à cette chaux hydraulique-là, sinon il faut l'importer. Puis si on l'importe, ça coûte cher, donc on n'est plus viable, on est loin d'être viable dans un marché aussi compétitif comme la construction. Donc le but de la maîtrise ou le but de la recherche, c'était de la littérature scientifique et également de faire des tests avec les minéraux accessibles en Amérique du Nord qui pourraient imiter
ce que les Européens font avec de la chaux hydraulique. Donc, l'idée, c'est d'aller un peu dans la chimie de ces réactions-là et donc de trouver des ressources qui sont accessibles en Amérique du Nord, qui sont également viables. Et c'est ce qu'on a réussi à découvrir au fil de la recherche, c'est de trouver des combinaisons avec des matériaux réactifs qui vont faire ces liens chimiques-là qui est nécessaire pour créer une bonne cohésion du matériel. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un matériau de béton de chanvre, donc, en français, les Français, des fois, ils veulent se dissocier du mot béton, qui des fois nous censurent en disant chaux chanvre. Donc, on fait un matériau chaux chanvre, non pas du béton de chanvre, disent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, étant donné que c'est une prise à l'air, ben, il y a principalement la prise qui va se faire en surface du matériel, mais à l'intérieur du matériel, ce qui va se passer, c'est que la chaux, le liant nécessaire, n'a pas accès à l'air pour faire sa réaction. Donc, l'eau va s'évacuer tranquillement et malheureusement, ça va rester en poudre à l'intérieur. Et donc, la cohésion interne, elle est déficiente. Donc, ça limite son utilisation dans un domaine ingénierie pour en faire d'innombrables matériaux de construction intéressants, préfinis, qui peuvent être découpés, qui peuvent être utilisés dans n'importe quelle utilisation possible. Et donc, c'est un peu l'utilité ou le défi qu'on s'est donné, c'est de se dissocier de l'artisanat. Donc, de pas seulement faire le béton de chanvre comme pour, les autoconstructeurs, mais également de trouver une solution pour des manufacturiers ou d'autres compagnies qui veulent offrir des matériaux de construction à base de chanvre, quels qu'ils soient. On parle de blocs de maçonnerie, on parle de panneaux de finition intérieure remplaçant le placo-plâtre ou des panneaux acoustiques. On est capable d'aller jusqu'à des épaisseurs de 30 mm, donc un pouce et quart. C'est quand même assez impressionnant dans un tel produit. Et également, on a d'autres projets d'innovation comme, on pourrait en parler plus longuement, mais on commence à s'intéresser à l'impression 3D en béton de chanvre, donc pour donner une solution intéressante au futur de l'industrie qui s'intéresse à réduire la main-d'œuvre impliquée dans la construction. Donc, l'impression 3D, c'est un nouveau domaine qui est émergent. Donc, nous, on peut, avec une formulation, faire de l'impression 3D avec du béton de chanvre, sans ciment, ce qui donne vraiment une idée innovante ou une idée de l'intérêt de ce qu'on peut en faire avec un tel produit. Tout ça grâce à la phase de R&D qu'on a terminée en 2022, qui était justement le liant. Donc, le liant, les minéraux réactifs, jouer sur améliorer les propriétés de mélange physique. Et donc, ce qui nous donne un matériau qui est de qualité. Et donc, les gens peuvent se fier à notre produit pour en faire d'innombrables produits de construction à base de béton de chanvre. Es-tu capable de faire une fondation avec d'armature dedans? Malheureusement, quand je dis le béton de chanvre, ça ne veut pas dire que c'est un matériau qui est structurel. C'est un matériau isolant à forte masse thermique. C'est comme ça que je le mentionne. Donc, c'est un matériau massif qui isole. Donc, malheureusement, il peut résister environ à 2 MPa de compression. C'est pas assez pour l'utiliser comme fondation. Puis, de toute façon, il ne faut pas le mettre en contact avec le sol parce que c'est pas nécessairement bon pour la durabilité du matériau. Donc, quand on vient à utiliser le béton de chanvre, on l'utilise soit du côté intérieur des fondations, ou bien on l'utilise hors sol, donc dans les murs hors sol, ou bien même les murs internes, les cloisons intérieures. Donc, c'est un peu cette utilisation-là. Est-ce que c'est possible éventuellement un jour de faire du béton de chanvre structurel? Je ne dirais pas que c'est impossible. Tout est possible, il faut juste mettre la recherche en ligne de cause. Je dirais que c'est possible, mais pas avec un haut taux de particules de chanvre. Donc, il faudrait se limiter à un peu moins de chanvre dans le matériau, ça veut dire un peu moins isolant, mais qui aurait des propriétés structurelles. Donc là, on pourrait peut-être aller chercher un 10 MPa, quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça remplacerait un jour le béton de ciment? À mon sens, non. Mais ça pourrait être complémentaire à d'autres innovations structurelles bas carbone, faire une isolation de bâtiment ou bien des petites charges autoportantes, mais je ne pense pas que ça va remplacer un jour le béton de ciment. Tu as effleuré le concept là, de masse thermique.
Je crois que c'est un concept très, très important. Essentiellement, pourquoi qu'on devrait mettre du béton de chanvre dans un bâtiment de haute performance? Puis c'est quoi votre coupe de mur parfait? C'est quoi ton idéal? Merci beaucoup de cette question, Philippe. Donc, pourquoi le béton de chanvre dans la construction? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, puis même je pourrais revenir dans, mettons, on revient 60 ans, c'est pas plus. En 1950 et avant, comment ils construisaient les bâtiments? Ils construisaient les bâtiments avec des murs massifs, de briques, de pierres, des bonnes... C'est des bâtiments qui ont une masse imposante. Cette masse imposante, ce qu'on appelle une masse thermique. Donc, c'est des matériaux qui ont une capacité d'emmagasiner la chaleur et de la restituer dans l'environnement. Donc, pourquoi c'est intéressant? C'est pour une meilleure gestion de l'énergie. L'énergie qu'on utilise pour chauffer l'air pourrait également chauffer nos murs. Puis le jour qu'on chauffe les murs, on emmagasine de l'énergie, puis à la tombée de la nuit, quand il fait plus frais, cette énergie, elle est restituée dans l'environnement parce que justement, il y a un équilibre qui va se faire entre le mur et son environnement. Donc, on n'a pas à chauffer, exemple, de façon importante la nuit quand il fait encore plus froid que le jour. Pourquoi? Parce que cette énergie qui a été emmagasinée sous forme de batterie thermique, je pourrais dire, va être restituée dans l'environnement comme une batterie associée à un panneau solaire. On utilise le panneau solaire pour de l'énergie. Si on n'a pas de batterie, malheureusement, s'il n'y a plus de soleil, on n'a plus d'électricité. Donc, la batterie est là quand le soleil n'est plus là. Donc, la batterie thermique ou la masse thermique est là quand l'énergie du soleil ou de la température n'est pas la même. Donc, elle va restituer cette énergie consommée, emmagasinée, désolé, dans son environnement. Et donc, cette gestion d'énergie est plus efficace. Et donc, ça résume à des économies d'énergie sur le long terme. En utilisant moins d'énergie au moment qui est le plus important. Pourquoi? Parce que le mur compense. Donc, aujourd'hui, comment on construit depuis 1970, c'est des cloisons légères. Donc, des montants de bois 2x6, exemple, au 16 pouces ou 2x4. Donc, on vient à perdre cette masse thermique qu'initialement les anciens bâtisseurs avaient, mais ils ne savaient pas qu'il y avait. Et donc, on vient à isoler avec, parce qu'on veut chercher un facteur R très intéressant. On vient à isoler avec des matériaux qui ont peu de masse, qui sont très légers, comme de la laine minérale qui pèse 25 kg mètre cube ou 30 kg mètre cube. Donc, ces matériaux-là n'ont pas de capacité énorme d'emmagasiner cette énergie-là. Et donc, il faut tout le temps chauffer l'air, puis l'air, elle se refroidit vite. Donc, on est tout le temps en constante réchauffement ou climatisation de l'air. Donc, le béton de chanvre ou un matériau plus massif qui aurait des propriétés isolantes ferait le meilleur des deux mondes. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est le béton de chanvre, c'est le juste milieu entre le polyuréthane et le béton de ciment. Donc, si vous voulez avoir la valeur R la plus importante, vous allez chercher du polyuréthane, exemple. Si vous voulez avoir la masse thermique, une des plus importantes, puis il y en existe peut-être d'autres, souvent d'autres, mais le béton de ciment, ça reste une bonne masse thermique quand même. Mais malheureusement, une isolation de béton de ciment, ça marche pas parce que... Donc, le béton de chanvre ou le chaud chanvre, c'est exactement l'entre-deux. Donc, on est capable d'avoir un facteur isolant qui est intéressant et une masse thermique intéressante. Donc, il vient à pouvoir complémenter et donc, on peut remplacer l'essence même de tout matériau qui aurait cette masse thermique-là, mais peu d'isolation, avec un matériau isolant, juste en épaississant le matériau de béton de chanvre pour aller chercher la valeur R réglementaire, mais également bénéficier de cet emmagasinage possible de chaleur par le matériau. Il existe d'autres matériaux intéressants aussi pour faire la masse thermique et également un facteur isolant qui est, somme toute, très intéressant. C'est les panneaux de fibre de bois. Donc, la fibre de bois, c'est vraiment un matériau très intéressant. Pourquoi? Parce que il y a des propriétés intrinsèques. Quand je dis intrinsèque, c'est ce qui est des propriétés qui lui est propre, qui
il permet d'avoir une plus grande captation d'énergie. Donc, moi, ce que j'appelle le métabolisme du matériau ou la chaleur spécifique, c'est une donnée intrinsèque technique d'un matériau qui lui permet, exemple, d'emmagasiner une quantité de chaleur par kilogramme de matériau. Et donc, la fibre de bois, elle a cette propriété-là d'emmagasiner quand même beaucoup d'énergie, comme le béton de chanvre. Le chanvre également a cette propriété-là parce que ça ressemble un peu à du bois aussi. Là. C'est comme un copeau de bois. Et donc, pour revenir au mur parfait, moi, j'irais avec une combinaison d'un béton de chanvre du côté intérieur et d'un panneau de fibre de bois haute densité du côté extérieur. Donc, il existe quelques variantes quand on parle de panneaux de fibre de bois. Tu as des panneaux de fibre de bois, ce qu'on appelle wet process, qui est en fait un mélange de colle à base de... je ne me rappelle plus la colle qu'ils utilisent, mais c'est une colle biosourcée là, qui vient lier les particules ensemble. Puis sinon, tu as le dry process qui est avec une colle à base de polyuréthane qui permet d'avoir des propriétés quand même plus importantes. Habituellement, je peux vous donner un exemple, Steico en Europe, c'est ça qu'ils produisent. Puis éventuellement, je pense qu'il va y avoir une usine en Amérique du Nord qui va pouvoir produire également un tel produit. Je pense à Timber HP là, qui commence à produire de tels produits de fibre de bois. Quand c'est sec, c'est plus hygroscopique. C'est ça que c'est dans le sens que genre l'eau va perler là, dessus, c'est ça? C'est plus perméable à la vapeur. OK. C'est plus isolant. Donc, il y a un meilleur facteur aéropousse. Puis, il y a également tout l'aspect de masse thermique, donc cette chaleur spécifique intrinsèque du matériau. Donc, il y a quand même une belle combinaison de tous les aspects qu'on recherche. Malheureusement, il n'est pas résistant au feu. Donc, il faut absolument le recouvrir. Puis, il n'y a pas cet aspect-là. Une fois qu'on vient le recouvrir, il n'y a pas cet aspect-là des fois, on vient mettre un pare-vapeur aussi. Donc, on empêche le matériau de venir réguler l'humidité intérieure. La combinaison judicieuse avec du béton de chanvre permettrait d'avoir cette régulation-là interne de l'humidité. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment parlé, mais la propriété hygroscopique du matériau de béton de chanvre lui permet d'avoir un impact positif sur l'humidité intérieure, valable autant l'hiver que l'été. Donc, quand il fait des chaleurs accablantes, on va jouer sur le facteur humidex à l'intérieur du bâtiment. Donc, des fois, Météo Média, ils disent qu'il fait 26 à l'extérieur, mais avec le facteur humidex, on ressent du 30. Mais ça, c'est l'impact de l'humidité. Donc, on joue sur ces facteurs-là qui engendrent un confort et donc un sentiment de « Ah, j'ai pas besoin de climatiser parce que je me sens beaucoup plus confortable ». Donc, la chaleur accablante fait en sorte qu'on climatise plus. Donc, dans une conception judicieuse avec des matériaux de ce style-là, qui ont cette capacité-là d'avoir une accumulation d'humidité importante comme le matériau de béton de chanvre, on n'a pas besoin de climatiser si on est judicieux au niveau des ouvertures de fenêtres, si on est judicieux au niveau de l'impact de l'éclairage, en fait, de la chaleur du soleil. Là. Donc, il faut quand même avoir un aspect un peu bioclimatique dans notre conception. Mais c'est une enveloppe qui permet justement de réduire ces fluctuations de température interne et des fluctuations d'humidité, des facteurs humidex importants. Et donc, on vient vraiment à améliorer le confort de cette façon-là. La chaux qui est utilisée dans le matériau de béton de chanvre fait également un enrobage complet des particules. Et donc, cet enrobage donne une protection au feu qui est nettement intéressante et qui a le potentiel de remplacer les matériaux de résistance au feu conventionnels. Donc, de gyps, de ciment, de tous les matériaux qui sont inertes, qui sont habituellement aussi énergivores en énergie pour la production. C'est un matériau qui permet la résistance au feu. Donc, il pourrait être utilisé comme mur coupe-feu ou simplement pour remplacer le gyps. Donc, quand on vient faire du béton de chanvre, on n'a pas besoin de plaque au plâtre, nécessairement. Si on vient recouvrir, il faut recouvrir les montants de bois, là, nécessairement. Là. Il faut pouvoir coffrer le béton de chanvre avec un petit surplus intérieur qui va couvrir les montants de bois. Et de cette façon, on vient à protéger les montants de bois structurels contre le feu. Donc, dans le fond, là, as-tu besoin d'un frein vapeur quand tu utilises des panneaux de béton de chanvre à l'intérieur comme cloison, en fait? C'est une très bonne question. On rentre dans la technicalité des enveloppes. C'est un domaine que je trouve très passionnant. Comment fonctionne? Pourquoi on met un frein vapeur? Pourquoi on met un pare-vapeur dans l'enveloppe? On veut freiner l'avancement de
l'humidité ou des particules de vapeur d'eau à l'intérieur de l'enveloppe du bâtiment, à l'intérieur de l'enceinte murale, pour justement éviter qu'il y ait une augmentation du facteur humidex ou de l'humidité relative et créer une condensation parce qu'il fait plus froid dans le mur, là, quand on est l'hiver, la température descend. Et donc, dès qu'il arrive en contact avec une surface froide, comme exemple un OSB extérieur, il va y avoir condensation. Puis s'il y a condensation, ben, des molécules d'eau, c'est vraiment quelque chose à éviter. Donc, la vapeur n'est pas trop grave, mais dès que ça se transforme en eau, c'est rendu un problème. Donc, quand on utilise du béton de chanvre, il y a plusieurs façons d'utiliser du béton de chanvre. On peut utiliser du béton de chanvre complet, ça veut dire qu'on remplace la totalité de l'enveloppe. On n'a plus besoin de plastique, on met juste du béton de chanvre. De cette façon-là, on n'a pas besoin de pare-vapeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'humidité qui perle au travers du matériau, le jour qu'elle va se condenser, elle va se faire absorber par les particules de chanvre. Donc, en fait, elle va se situer à l'intérieur de la matière végétale et elle va se transiter et faire son chemin vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que le matériau est complètement ouvert à la vapeur. Donc, il n'y a pas de restriction de l'humidité dans le matériau lui-même. Et donc, à ce moment-là, ben, l'humidité peut faire son chemin. Elle va condenser dans le matériau et par la suite, elle va sécher par l'extérieur. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le béton de chanvre a une capacité de saturation qui est très énorme. On parle d'à peu près 160% de son poids. Quand je dis son poids, c'est à peu près 330 kg mètre cube. Donc, ça a une capacité de saturation en eau énorme. Et donc, c'est pas pensable d'arriver à la saturation du produit avec de l'humidité dans l'air. Et donc, même s'il y a condensation, il va y avoir un assèchement éventuel, peut-être dans la saison d'été et pas la saison d'hiver, mais il va y avoir un assèchement éventuel de l'autre côté de l'enveloppe. Le jour que je viens y mettre une combinaison de matériaux pour faire une enveloppe hybride, des fois je parle des enveloppes hybrides, comme exemple les panneaux de fibre de bois extérieurs avec un béton de chanvre intérieur, le jour qu'ils sont collés l'un sur l'autre, donc qui sont unis. Là, il n'y a pas d'espace nécessairement d'air qui les sépare. Ça, il n'y a pas de problème non plus. Pourquoi? Parce que le panneau de fibre de bois, c'est un matériau également qui est perméable à la vapeur. Donc, il va y avoir une continuité de cette migration d'eau à l'intérieur du produit. Puis, si, exemple, il y a condensation à l'interface, ça va être absorbé par le béton de chanvre. Donc, il n'y aura pas ce problème d'égouttement d'eau qui va se faire. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a condensation, c'est absorbé, puis on n'est pas capable d'aller chercher la saturation du matériau. Le jour que je veux faire des enveloppes un peu spéciales, que je mets un panneau de fibre de bois extérieur, puis que je mets un isolant de laine, exemple de la laine de chanvre, avec un béton de chanvre intérieur, ben là, j'ai plusieurs coupures dans la perméabilité des matériaux au travers de mon enveloppe. Puis à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tu as une restriction, somme toute, petite par le béton de chanvre. Après, tu as une restriction encore plus petite par la laine de chanvre, qui est très perméable à la vapeur, ou la laine de roche, par exemple. Puis par la suite, tu arrives à une restriction un peu plus élevée, qui est le panneau de fibre de bois. Malgré qu'il est perméable à la vapeur, le fait qu'il y ait une restriction plus élevée que la laine, ça fait en sorte qu'il y a un risque de condensation. Puis ce que j'aime ça, faire l'analogie, exemple, que tu as un stadium, mettons le stade olympique qui est rempli de monde, puis là, c'est urgence, tout le monde doit sortir. Pensez que si le corridor de sortie se rétrécit, vous allez, à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui va trébucher. Là. Il va y avoir des gens qui trébuchent. Et donc, le fait que ça trébuche, ben, c'est l'analogie de la condensation. Si vous avez des corridors qui s'élargissent, ben, ça va tout bien aller. Les gens vont partir dans toutes les directions, puis il n'y aura pas de problème. Donc, si je passe d'un matériau qui a un corridor, exemple, étroit de cette façon-là, avec la laine de chanvre ou la laine de roche qui est encore plus large, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, l'humidité va pouvoir sortir. Dès que je rétrécis, je mets un panneau de fibre de bois qui est peu perméable, il y a un rétrécissement. Et donc là, il y a une condensation possible. Cette condensation-là va s'égoutter en eau. Puis, si c'est pas bien géré ou c'est pas asséché correctement dans les temps, il y a un risque de durabilité à long terme. Donc, dans cette nature-là, je mettrais un frein vapeur pour limiter, justement, cette migration-là d'humidité. Donc, ça, on fait la coupe, là, on part dedans.
puis on s'en va jusqu'à dehors. Ouais. Puis tu nous fais la recette. Donc, ta recette idéale, c'est ben, quoi? ça serait le béton de chanvre, nécessairement, qui viendrait entre les montants d'ossature avec une devanture pour remplacer le gyps, le placo-pâte. Oui. De cette façon-là, on amène la résistance au feu. Et de l'extérieur, on vient trouver une façon judicieuse de faire le contrevêtement de la structure, donc avec des contrevêtements métalliques ou bien en bois intégré à l'intérieur de la structure de montant. Ou bien on peut utiliser un panneau structural en fibre de bois comme l'Eco4, qui est un panneau qui est accessible au Québec, qui fait office de contrevêtement, qui est également perméable à la vapeur. Mais dans le monde idéal, moi, j'aimerais ça utiliser plus un panneau de fibre de bois style Styco, dry process, qui est beaucoup plus perméable à la vapeur, mais qui est malheureusement non structural. Donc, on doit le conjoindre avec un autre contrevêtement. De cette nature-là, on vient à isoler par l'extérieur grâce au panneau de fibre de bois. Donc, on peut imiter, je te dirais, la formule un peu du mur parfait de cette façon-là, parce que le panneau de fibre de bois, exemple, Styco, Dry Process, ils peuvent aller en épaisseur de façon importante. On peut aller jusqu'à 8 pouces d'épaisseur. Donc, je peux te donner une idée. Oui, oui. Donc, on peut vraiment faire une isolation par l'extérieur, style mur parfait, très performante. Puis, le béton de chanvre, ce qui le différencie des autres matériaux, il y a une valeur R de R2 au pouce. Vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais c'est justement le juste milieu entre une masse thermique et une valeur R, parce qu'on peut pas avoir le meilleur des deux mondes. Donc, on vient l'intégrer entre les montants. Donc, le béton de chanvre est entre les montants. Puis le fait qu'il y a une valeur R moindre, on reste en cohérence avec le système du mur parfait qui se veut d'être isolé totalement par l'extérieur et aucune isolation dans la cavité entre les montants. De cette nature-là, quand on fait du mur parfait aussi, des fois, on peut se mettre d'avoir un pare-vapeur. Pourquoi? Parce que le point de rosée va se faire dans l'isolant, puis après ça, ça va pouvoir sécher par l'extérieur. Le jour qu'on a des combinaisons de matériaux avec une isolation interne, ben, à un moment donné, le point de rosée il se situe un peu avant le revêtement intermédiaire, donc on n'a pas le choix de mettre un frein vapeur. Donc, quand on utilise du béton de chanvre, ben, on ne vient pas trop compromettre le ratio d'isolation entre intérieur et extérieur. Et donc, le point de rosée se situe encore dans l'isolation extérieure. Et même s'il se situe dans le béton de chanvre, comme je l'expliquais, il y a tellement un haut point de saturation qu'il n'y aura pas de défaillance à ce niveau-là. Plus que j'isole mon matériau de béton de chanvre avec une masse thermique, plus que j'augmente son potentiel énergétique d'accumulation de chaleur. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la quantité de chaleur emmagasinée par un matériau, elle est proportionnelle à sa température. Donc, si le matériau est plus du côté chaud, donc plus, mettons, une stabilisation de 19 degrés Celsius au lieu de 12, ben, il va emmagasiner plus de chaleur à 19. Et donc, cette quantité de chaleur-là va être restituée dans l'environnement qui va faire plus frais. Donc, d'isoler une masse thermique par l'extérieur, donc d'ajouter un panneau de fibre de bois isolant par l'extérieur, va juste amplifier l'aspect d'accumulation d'énergie, contrairement à une isolation complète en béton de chanvre, exemple de 12 pouces pour avoir R24 réglementaire, que vous comprenez que si je fais du 20 degrés intérieur, moins 20 degrés extérieur, j'ai quand même une bonne partie de la moitié du matériau qui est à une température froide et l'autre partie à une température chaude. Si j'isole par l'extérieur, puis en même temps, je peux réduire en épaisseur de béton de chanvre, donc c'est un peu plus économique. Ben, même si je réduis en quantité de béton de chanvre, j'ai même une plus grande masse thermique parce que j'augmente la température du matériau, donc j'ai plus de chaleur emmagasinée grâce à l'isolation extérieure. Donc, ce serait la combinaison la plus judicieuse pour réduire en béton de chanvre, qui est un matériau un peu plus onéreux que les autres matériaux utilisés, et donc avoir tous les bienfaits du matériau béton de chanvre amplifiés grâce à un isolant qui est perméable à la vapeur, écologique, comme le panneau de fibre de bois, ce qui me donnerait, à mon sens, l'évolution du mur parfait. Et donc, l'idée de ne pas remplir la cavité murale, elle est bonne, mais si on la remplit d'un matériau de masse thermique avec une valeur R un peu moindre, on reste en cohérence, puis on vient à évoluer le mur parfait. Donc, ça serait la prochaine étape
à mon sens, une fois que le mur parfait va être un peu plus courant dans la manière de construire au Québec. Une affaire que tu n'as pas mentionnée, là, c'est aussi le fait qu'il est coulé, ben, c'est quand même étanche à l'air. Ça fait ta barrière d'étanchéité à l'air. C'est un point qu'on n'a pas vraiment mentionné, mais il n'y a pas d'air qui passe à travers ça. C'est un mur de béton. Quand on fait du béton de chanvre, tout dépend de la manière qui est mis en place. Donc, un mur de béton de chanvre qui est coffré manuellement, compacté par couche, ce qui peut se passer, c'est que l'intercouche, exemple, dans une reprise journalière, ben ça reste une faille. Puis cette faille-là, avec une différence de pression, il peut s'extirper de l'humidité, pas de l'humidité, de l'air, excusez-moi. Et donc, à ce niveau-là, ce qu'on recommande habituellement comme finition intérieure, c'est de venir faire un enduit à la chaux pour venir sceller le matériau du côté intérieur. Et de cette façon-là, on vient à rendre le matériau étanche. Ou bien utiliser le bon vieux par intempérie ou par air du côté extérieur qui va venir faire le travail également. Parlons cash. T'es-tu game? Oui, vas-y. Ça coûte combien, ça, du béton de chanvre? Ou pas nécessairement là, exactement, là, mais c'est quoi les budgets? Mets un prix, là, mets un signe de dollar sur tout ça. Oui. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est les matériaux seulement pour pouvoir faire du béton de chanvre. Donc, on parle de notre client qu'on a en sachet. Donc, on a une poche de chaux, puis une poche de notre catalyseur, les minéraux que j'expliquais, qu'on mélange avec le chanvre pour créer cette bonne cohésion du matériel. Et on a les poches de chanvre également. Donc, c'est des poches individuelles. Tout vient en palette. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient à la livraison, on vient vraiment l'acheminer chez le constructeur. Et sur place, il mélange les composantes de façon volumique. S'il y a un gros malaxeur, il peut y aller simplement avec les poches directement. Donc, on suit des proportions en volume au chantier avec la bonne quantité d'eau. Puis, on obtient une genre de pâte de béton de chanvre qui est un matériau qui a une apparence plus sec que hydraulique. Donc, à ce niveau-là, ben, il est mis en place et dans un coffrage. Si on parle de matériaux seulement, on détaille le béton de chanvre pour un mur à 12 pouces d'épaisseur. On le vend à 12,54 $ du pied carré, donc ou du pied cube, si tu veux, parce qu'habituellement, c'est 12 pouces d'épaisseur, un mur de béton de chanvre conventionnel. Donc, 12,54 $ en juin 2024. On va le mentionner parce que des fois, le prix du marché avec le chanvre, des fois, ça varie un peu. Ça, c'est parce qu'on s'approvisionne actuellement dans l'Ouest canadien. Donc, notre chanvre vient de l'Alberta ou du Manitoba. C'est là qu'ils produisent le chanvre de façon importante. Et ils ont également des cultivars qui font de la fibre. Donc, ils ont l'usine de défibrage également en Alberta. Donc, ça commence à naître au Canada. Donc, le fait qu'on doit acheminer ça ici au Québec, ça nous amène des surcoûts. Et donc, c'est un prix qui va tendre à descendre, on l'espère, si le chanvre venait du Québec. Là, ça, c'est les prix du matériau seulement. Ensuite, tu as quand même la mise en place. Malheureusement, étant donné qu'on n'a pas une technologie fiable, accessible de mise en place pour le béton de chanvre, permettre à un entrepreneur de vouloir le mettre en place autrement que par une formule un peu artisanale, ce qui est un peu dommage. Donc, moi, ce que j'aimerais, en fait, éventuellement, c'est de travailler avec des entrepreneurs qui veulent innover dans ce domaine-là, puis travailler avec des technologies de mise en place, exemple pneumatique, qui viendraient à un peu comme imiter un peu ce qu'il fait avec le béton de ciment actuel. Donc, au lieu de pomper le matériau, on vient avec une soufflerie le déplacer jusqu'à l'étape du coffrage. La mise en place, c'est comme la personne avec le vibrateur qui vient en arrière. Et donc, on vient à monter des murs de cette façon-là. Donc, il faut trouver des techniques de mise en place plus technologiques qui vont rendre plus intéressant pour les entrepreneurs pour la mise en place. Donc, actuellement, c'est plus des autoconstructeurs qui vont trouver des gens qui vont les aider à faire leur construction, qui vont venir coffrer leur ossature de bois, habituellement des 2x6 au 24 pouces. Étant donné que le béton de chanvre vient rigidifier toute la structure, on peut aller au 24 pouces ou des 2x4 au 16 pouces. Et donc, on vient vraiment coffrer plus large que le montant de chaque côté pour couvrir les ponts thermiques. Et on remplit en couches de 4 à 6 pouces de béton de chanvre qu'on vient compacter manuellement et ainsi de suite. On monte
jusqu'en haut complètement. On fait vraiment le mur au complet. Donc, c'est la façon de faire. Donc, c'est 12,54 pour répondre à ta question. Puis ça, après ça, ben, c'est la mise en place qui doit être innovée pour rendre ça plus viable. Fait que le challenge en ce moment technique, c'est vraiment l'acheminement dans le coffrage, dans le fond. Des technologies de mise en place, effectivement. Puis pourquoi c'est un challenge? Parce que moi, dans ma tête, je le vois comme un genre de béton juste plus grumeux. Là. Je sais pas si je le vois bien dans ma tête. Là. Ben, j'aimerais ça te dire que c'est une consistance comme le béton de ciment, mais malheureusement, c'est pas un matériau qui s'écoule. Donc, actuellement, ce n'est pas un matériau pompable. Donc, je ne peux pas le mettre dans une pompe à béton actuellement. Là, ça serait une phase de R&D en soi, là, d'aller chercher, de changer les propriétés du matériau pour le rendre pompable. C'est pas infaisable, mais ça demande une phase de R&D. Donc, actuellement, ce qui est accessible, c'est de trouver une technologie adaptée qui pourrait être compatible pour l'acheminement pneumatique. Donc, quand je dis pneumatique, c'est à l'air, pulsé, qui pourrait acheminer le matériel. Puis ensuite de ça, ben, une compaction soit avec une petite compresse, une petite presse hydraulique manuelle ou bien vraiment à main directement. Puis après ça, on monte les coffrages. Ça peut être des coffrages amovibles qui sont verticales également. Donc, ça serait comme si un entrepreneur voudrait s'y mettre, ça serait de faire des essais où c'est un peu de la R&D. Il va peut-être trouver des crédits RSCDE par rapport à ça. Nous, on peut l'aider là-dedans, on peut le supporter. Améliorer la mise en place. Puis une fois que la mise en place est là, ben c'est sûr que le matériau devient plus accessible. Parce que, exemple, je vous donne un exemple. L'été passé, on a acheminé du matériel pour une construction dans les Laurentides d'une maison de 2500 pieds carrés de 2 étages, donc 2500 pieds cubes environ. Et donc, c'était une équipe de 5 personnes, puis ça leur a pris 7 semaines pour remplir au complet. Ouais, environ 5 à 7 semaines, il faudrait que je reconfirme. C'est environ 400 pieds cubes par semaine à une équipe d'à peu près 3-4 personnes. OK, il faut être motivé. Donc, il faut quand même être motivé. C'est des super belles propriétés, mais OK, non, je comprends les challenges là-dessus. Mais Colin, au 21e siècle, on devrait être capable de faire ça. Ben oui, on est capable, mais il faut mettre la R&D là-dedans. Nous, on a des idées. On n'a pas l'intention d'avoir notre RBQ. C'est pas dans notre intention chez nous. Nous, on est vraiment des générateurs d'innovation. On veut collaborer avec des manufacturiers, des entrepreneurs qui veulent trouver des façons ingénieuses de mettre ça en place. On peut les aider là-dedans. On a des réseaux. Donc, on est là pour accélérer la transition avec ce matériau-là, puis l'approvisionnement. Donc, on est capable de leur fournir des matériaux de qualité fiables qui n'auront pas de problème après, qui n'auront pas de plein de clients par la suite. On est vraiment confiant que notre produit de qualité. Puis après ça, on essaie de le rendre le plus accessible possible en réduisant les coûts, en achetant en volume, des choses comme ça. Puis éventuellement, si le chanvre devient québécois, ça va encore plus réduire. Donc, tout est faisable. Il faut juste s'y mettre. Puis si on a la volonté, c'est faisable. Donc, petite question, rénovation, construction, y a-t-il une meilleure utilité? Genre, moi, je suis vraiment en rénovation. J'aimerais voir comment je peux utiliser le béton de chanvre dans le contexte d'un bâtiment. Tous les bâtiments existants, il faudrait voir le bâtiment, il est âgé de quelle date. Mais exemple, les bâtiments de 1960-ish et moins, c'est souvent des bâtiments qui sont faits en pièce sur pièce, des murs massifs en briques, en pierre, des fondations, des vieilles fondations qu'on ne sait pas comment rénover ça. C'est vraiment complexe avec les matériaux qui sont conventionnels, qui sont accessibles. Des fois, le polyuréthane n'est pas une solution. Pourquoi? Parce que c'est pas garanti que le bâtiment va être durable dans le temps parce que tu y changes son comportement. Lui, ça fait plus de 100 ans qu'il peut respirer de bord en bord, que l'humidité n'est jamais entrapée. Dès que tu mets un matériau qui vient enfreindre l'humidité dans un sens ou dans l'autre, tu ne peux pas anticiper le comportement d'un tel bâtiment. Souvent, on n'a même pas un visuel sur la qualité de l'étanchéité à l'eau de ces bâtiments-là. Donc, le jour que tu viens mettre un isolant qui est peu perméable du côté intérieur et qu'il y a une infiltration d'eau qui est non visuelle, il peut s'engendrer une détérioration précoce d'un tel bâtiment et même impacter la santé là, au niveau de la qualité d'air avec la moisissure, etc. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails. Le matériau de béton de chanvre, c'est des matériaux qui sont perméables à la vapeur. Donc, c'est un matériau qui est compatible
avec le patrimoine. Les Français l'ont découvert, puis c'est de quoi qui est longtemps mis en place dans le patrimoine européen. Même à Lyon, ils recommandent de mettre du béton de chanvre et d'éviter le polyuréthane pour la préservation du patrimoine. Donc, tous les vieux bâtiments, c'est un des matériaux les plus compatibles pour eux. Pourquoi? Parce que on peut venir sceller le bâtiment du côté intérieur grâce au matériau de béton de chanvre avec un enduit de finition du côté intérieur du béton de chanvre. On peut utiliser un enduit chaud chanvre également parce que ça, c'est un matériau qui est très versatile. Donc, on peut, selon la teneur en liant dans le matériau, il devient un matériau qui se truelle plus qu'il se coffre. Mm-hmm. Donc là, il y a un écoulement un peu plus hydraulique comme un béton de ciment. Mais étant donné que ça se truelle, bien, ça peut s'appliquer sur toute surface qui est poreuse ou rugueuse. La chaux va venir adhérer à la surface et va avoir une liaison mécanique qui va se faire. Genre brique, genre pierre et moellon. Genre brique, genre pierre, genre même du carré de bois, disons? Bois rugueux. Ouais, du carré de bois rugueux. OK. Pas du bois de sillage. Le bois de sillage, ça va avoir de la misère à coller. Okay. Mais du bois rugueux, faut vraiment que ça soit très rugueux avec des interstices que tu peux combler. Oui. Il va y avoir une liaison qui va se faire et poreux. Puis de cette façon-là, on va venir sceller le bâtiment. Puis des fois, on va venir corriger ce que j'appelle l'effet de paroi froide. Donc, quand on a un vieux mur de pierre, de briques, surtout, exemple, des fondations de moellons, des choses comme ça, on ne sait pas comment les isoler. Mais quand tu arrives à l'intérieur de ces pièces-là, tu as un effet radiatif de tes parois environnantes qui vont t'émettre un sentiment de froid. Et donc, en utilisant un matériau de correcteur thermique comme un enduit chaud chanvre, ça va venir sceller à l'air l'enveloppe. Ça va pas enfreindre l'humidité, donc il n'y aura jamais de problème d'humidité de l'autre côté. Mais ce qui va arriver, c'est que ça va changer les propriétés de surface. Donc, le matériau de béton de chanvre, c'est un mélange de chanvre et de chaux. Et ça a une propriété intrinsèque qui lui donne un effet de paroi chaude et non pas un effet de paroi froide. Donc, les murs vont te couper de ce sentiment-là. Et seulement ça peut être suffisant pour être confortable dans une pièce. Parce qu'on vient jouer sur l'humidité, puis après, on vient jouer sur l'effet de cette paroi-là qui te radie du froid. Et donc, juste avec un enduit d'à peu près un demi-pouce d'épaisseur, truellé, donc n'importe quel métier de truelle, ou même un particulier, un client qui serait également manuel, serait capable de l'installer. Soit on est capable de fournir des chaudières prêts à l'emploi, déjà mélangées. Donc, ça fait des chantiers qui sont sans poussière, acheminés directement au chantier et appliqués directement sur le matériau. Donc, ça, nous, on détaille ça à peu près à c'est 2,40 du pied carré pour un demi-pouce d'épaisseur. C'est quand même très accessible pour les gens qui veulent améliorer leur enveloppe ou améliorer du côté intérieur de leur bâtiment. Ou sinon, on peut aussi isoler avec des matériaux plus conventionnels comme la laine de chanvre, mais là, il faut rentrer un peu dans l'aspect technique de faire attention à faire une étanchéité avec une membrane d'étanchéité comme un pare-air. Après ça, faire un faux mur. Bon, il y a des techniques à respecter. Après, on met un frein vapeur. On n'a pas le choix, étant donné qu'on a une coupure dans la perméabilité. Comme je vous l'expliquais, on n'a pas le choix de mettre un frein vapeur. Puis par la suite, on peut venir mettre un gyps du côté intérieur, tout dépendamment. On peut faire un après sur le gyps puis mettre un enduit de finition de chaud chanvre directement sur le gyps ou sur un panneau de fibre de bois haute densité. C'est compatible. Puis de cette nature-là, on vient améliorer l'aspect acoustique. Ce que je n'avais pas mentionné, c'est que l'aspect acoustique, elle est très intéressante avec un tel matériau. Sur toutes les fréquences de 250 Hz jusqu'à 1000 Hz, on est 10 fois plus performant qu'un gyps pour amortir les sons dans une pièce. Donc, dès qu'on a des problèmes un peu cacophoniques dans une pièce, souvent chez vous, puis d'humidité, vous invitez votre gang à manger, on est 20, on parle fort, il y a de l'humidité dans la pièce. Même l'hiver, on n'a pas le choix d'ouvrir les fenêtres, ça n'a pas d'allure. Puis après, ça peut donner des mal de tête parce que c'est très cacophonique. Le gyps rebondit énormément les sons. Donc, à ce moment-là, un des 4 murs qui est recouvert par du chaud chanvre va venir couper la réverbération et va venir également, plus on en met, mieux c'est, là, mais absorber le facteur humidex, donc la surplus d'humidité. Pour donner un exemple, dans une pièce standard, une chambre revêtue avec du chaud chanvre, on est capable de réguler 40 % de l'humidité générée dans la pièce, qui donne un confort réel pour l'usager et acoustique. Donc,
Les bruits ne sont pas en écho, donc c'est super confortable pour ça. Donc, ça reste quand même versatile comme produit. J'entends plein de super belles applications du produit que tu nous présentes en ce moment. J'imagine que vous avez un site web où les gens peuvent aller, entre autres, voir vos projets sur lesquels vous avez travaillé, vous avez fourni du matériel. Parce que vous produisez, en fait. Là. Ben, en fait, on a initialement produit du béton de chanvre, effectivement. On a fait plein de tests d'application au niveau la projection en béton de chanvre, des matériaux finis comme des panneaux de revêtement intérieur. On a fait 500 exemplaires de panneaux de gyps en béton de chanvre, sans gyps, c'est juste pour donner une idée. Des blocs, on a fait quelques blocs. On est même dans l'impression 3D actuelle, dans la dernière innovation. Nous, on a initialement produit le béton de chanvre, mais là, on veut vraiment travailler avec d'autres pour des manufacturiers pour leur permettre de bénéficier de notre innovation pour en faire d'innombrables produits, quels qu'ils soient. Donc, nous, on fournit la matière première, notre formulation, notre client et le chanvre, et on peut fournir également des chaudières prémix pour faire l'enduit. Donc, peut-être qu'exemple, nos fournisseurs éventuellement qui vont faire des produits, on va pouvoir réussir à vendre aussi de leurs produits. Tout ça est encore en développement de notre côté. On a vraiment plein de projets de développement de R&D. S'il y a un manufacturier qui est intéressé à faire des murs préfab en béton de chanvre, c'est ce qui est fait en Europe. C'est également faisable. Donc, on est vraiment là en train de vouloir collaborer avec tout cet écosystème-là qui naît tranquille. Quel est votre site Internet pour nos auditeurs qui voudraient aller voir ça? Donc, nous, c'est www.eco-innovation avec 2N.com. Avoir accès là, à vous approvisionner pour faire du béton de chanvre. Puis, pour nos réalisations, vous pouvez aller sur nos pages Instagram et Facebook. On a publié énormément de contenu marketing pour montrer des fois juste des astuces ou des faits de performance intéressantes, comme des analyses thermographiques qu'on a faites sur des enveloppes de béton de chanvre qui montraient des bonnes performances nettement intéressantes, hautement plus grandes que les normes actuelles qui sont nécessaires. On est quand même, présent sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai vu des beaux projets. Le fini, en fait, du chanvre donne quelque chose de vraiment intéressant. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est esthétique. On a glissé rapidement sur l'acoustique. Là, c'est quand même important. C'est un aspect qu'on omet de temps en temps. Effectivement, Philippe, c'est vraiment esthétique là, aussi. Là, c'est un style. Mais on est loin du cliché hippie là, avec ce genre d'affaires. Non, vraiment c'est pas. Là, c'est un matériau d'avenir, sincèrement. Depuis des années, ça a tout le temps été artisanal. Nous, on veut un peu se déclasser de tout ça. On vient de l'industrie de l'ingénierie. Notre background, c'est l'ingénierie. Donc, on veut vraiment rendre le matériau sous forme ingénierie. Donc, éventuellement, je sais qu'il va y avoir plein de produits qui vont pouvoir se produire avec ce matériau, dont aux États-Unis, ils commencent déjà à s'intéresser à un tel produit. Donc, il y a des manufacturiers qui vont commencer à s'installer. Donc, tout est en constante évolution et les choses avancent très vite. Il y a des associations qui se créent. Donc, il y a vraiment, dès qu'on s'intéresse aux matériaux de béton de chanvre, on rentre dans une sorte de communauté mondiale. Des fois, vous pouvez vous amuser, là, mais je dirais pas tous les pays, là, mais énormément de pays ont comme au moins un représentant qui essaie de mettre le béton de chanvre dans leur économie au niveau national. Sachez que c'est un matériau qui est compatible à toute latitude, donc ça soit un environnement qui est humide, un environnement chaud comme en Afrique ou en Australie. Il est compatible à un environnement froid comme chez nous à cause de sa masse thermique qui est compatible. Donc, c'est un matériau qui est polyvalent, qui peut être répandu mondialement. Et même en Australie, c'est rendu un matériau qui est largement accessible. Et en Europe, bien sûr. Donc, c'est super intéressant pour ça. Oui, totalement conquis par tout ce que tu nous as présenté. Je sens qu'il y a encore vraiment beaucoup d'autres choses à discuter autour du béton de chanvre. Je pense que c'est juste un début. Vous avez passé à travers différents jalons entrepreneuriaux et d'innovation. Vous êtes rendu à 3 ans et demi à peu près d'existence de ce que j'ai pu compter dans ton historique. Félicitations pour ça. D'après moi, vous avez un brillant avenir. Et donc, on invite nos auditeurs à aller visiter vos pages Facebook, Instagram ou sur votre site web directement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Philippe.
Vraiment, vraiment, vraiment très instructif comme podcast aujourd'hui. Alors, on te remercie. Ça fait plaisir. Puis j'aimerais ça aussi dire que j'offre des conférences. Donc, si vous avez des groupes d'étudiants ou peu importe, si vous voulez que je vienne donner une conférence sur le produit, ça va me faire plaisir. Ou la versatilité de ce qui est faisable avec un tel matériau, bien les aspects techniques de la performance dans un tel bâtiment. On veut changer un peu le paradigme de uniquement concevoir avec une valeur R, mais bien concevoir avec d'autres paramètres techniques qui sont un peu délaissés pour aller chercher une performance. On peut avoir une très bonne performance d'enveloppe avec un R24 grâce à des matériaux qui ont des aspects différents que ce qu'on est habitué. Excellent. On n'y manque vraiment pas. Merci Philippe. Merci Philippe. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Merci d'avoir été des nôtres pour cet autre podcast d'Au-delà des murs. Et surtout, merci à notre invité pour avoir partagé ce beau moment avec nous. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Réécoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube et abonnez-vous pour ne rien manquer. Commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions et échangez directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à info@addm.ca. Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit, RETROFIT construction.ca. Pour des matériaux de construction les plus performants et en stock pour vos projets de bâtiments durables, contactez GoPassif au www.gopassif.com et faites-vous livrer partout au Québec. Merci encore une fois et à la prochaine!